Le secrétaire général rend hommage aux vétérans révolutionnaires, aux personnes méritantes et aux bénéficiaires exemplaires de politique sociale dans le Sud. De nombreuses solutions sont déployées pour mieux exploiter le potentiel du marché intérieur au cours des 3 trimestres restants de cette année. Une série de projets d'investisseurs stratégiques devrait marquer une percée dans le secteur touristique de la province de Quảng Bình. Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. À l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, le secrétaire général Tô-Lâm a eu une rencontre avec des vétérans révolutionnaires, des personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution et des bénéficiaires exemplaires de politique sociale dans le Sud. Lors de cette rencontre, le chef du parti a exprimé sa profonde gratitude et a souligné l'héritage durable des vétérans révolutionnaires, des anciens soldats, des jeunes volontaires et des milices d'autodéfense qui ont combattu sur divers champs de bataille et fronts. Il a salué leur résilience et leur sacrifice durant la résistance, en particulier dans le Sud, qui ont largement contribué à la réunification nationale. Le secrétaire général du parti a également rendu hommage aux héros tombés au combat, aux mères héroïques, aux forces armées et aux générations qui ont transformé leur sacrifice en victoire. Il a exhorté les vétérans et les personnes ayant servi avec mérite à poursuivre leur contribution au parti, au peuple et à la cause révolutionnaire de la nation. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a rencontré ce lundi matin à Cần Thơ des électeurs issus des milieux d'affaires à l'approche de la 9e session de la 15e Assemblée nationale. Lors de la rencontre, les électeurs de Cần Thơ ont exprimé de nombreuses opinions et recommandations portant sur des questions d'actualité brûlantes, telles que l'adaptation à la nouvelle politique tarifaire des États-Unis, le développement de logements sociaux, la gestion du marché des bijoux et celui de l'or. En réponse, le Premier ministre a encouragé les entreprises et les entrepreneurs à continuer d'adopter l'approche audacieuse et rapide de la campagne historique de Ho Chi Minh pour stimuler les affaires et le développement national. Concernant la question des tarifs douaniers américains, le Premier ministre a assuré que le gouvernement mettait en œuvre des mesures proactives fondées sur l'équilibre des intérêts et le partage des risques. Par ailleurs, il a révélé que le gouvernement travaillait sur des mesures visant à améliorer l'accès au capital et présenterait des politiques de développement de logements sociaux lors de la prochaine session de l'Assemblée nationale. Cet après-midi, toujours dans la ville de Cần Thơ, le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé une réunion consacrée à l'état d'avancement des projets d'infrastructure de transport prioritaires dans le sud du pays. Il a rappelé que malgré un fort potentiel de développement, le delta du Mekong reste freiné par 2 défis majeurs, l'insuffisance des infrastructures de transport et le manque de ressources humaines qualifiées. Après avoir inspecté le chantier de l'autoroute Cần Thơ-Cà Mau, dernier tronçon de l'axe nord-sud à l'est, Phạm Minh Chính a fixé une date butoir, le 19 décembre 2025, pour son inauguration. Il a également insisté sur l'accélération des projets traversaux, comme l'autoroute Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng. Le Premier ministre a en outre demandé aux parties prenantes de se mobiliser pour lancer dès cette année les projets du prochain mandat 2026-2030, notamment les tronçons Cà Mau-Đất Mũi et Đất Mũi-Port de Hòn Khoai. À terme, ce sont 1200 km d'autoroute qui devraient être opérationnels dans la région d'ici 2030. Le secteur économique privé est confronté à plusieurs obstacles majeurs, un développement fragmenté, une connectivité insuffisante, une évolutivité limitée et une faible compétitivité. De plus, de nombreuses entreprises familiales manquent de motivation pour se développer en entreprises formelles. Pour relever ces défis, diverses initiatives ont été lancées afin d'aider ce secteur à mieux s'intégrer aux chaînes de valeur nationales, régionales et mondiales. La pâte de crevettes fermentée au porc haché ou à la soie de porc est l'un des produits phares de la province de Bac Ninh,
récemment classée parmi les 100 plus grandes marques de l'ASEAN. Cependant, cette spécialité culinaire est principalement produite par les petits ménages dans la province. Il n'y a pas encore une chaîne de valeur à grande échelle reliant les producteurs et les distributeurs. Nous avons collaboré à plusieurs reprises avec différentes organisations pour développer des chaînes de valeur, mais l'efficacité et la mise en œuvre concrète de ces plans n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Nous n'avons donc pas réussi à intégrer nos produits dans des modèles de chaînes de valeur communs. De nouveaux modèles commerciaux seront bientôt déployés pour créer des liens directs entre les producteurs et les magasins, réduisant ainsi les distances et les délais. Notre objectif est que les produits fabriqués au Vietnam représentent 80 à 90% des produits vendus dans les circuits de distribution modernes. L'absence de liens de production crée des difficultés pour les entreprises, en particulier celles des secteurs de haute technologie qui sont confrontés à des pénuries de matières premières, ce qui affaiblit leur avantage concurrentiel. Les composants standards pour la production de machines de haute technologie ne sont pas disponibles au Vietnam. Nous devons dépendre entièrement des importations, ce qui a fait augmenter nos coûts de production de 30 à 35%. Par conséquent, nous avons perdu notre avantage concurrentiel face aux entreprises étrangères. Bac Ninh créera une plateforme d'échange d'équipements et de technologies. Celle-ci permettra aux entreprises d'explorer, de connecter et de développer leurs activités d'investissement et de production. Outre les réformes institutionnelles et politiques, de nombreux experts estiment que de nouvelles solutions, telles que l'attribution de tâches spécifiques à des entités du secteur privé, pourraient contribuer à renforcer les capacités globales du secteur privé. Au premier trimestre de cette année, les ventes au détail totales de biens et les revenus des services ont augmenté de 9,9% par rapport à la même période l'an dernier. Bien que le taux de croissance soit élevé, comparé à l'objectif de croissance de 12% assigné par le gouvernement, il ne répond toujours pas aux attentes en raison de nombreuses difficultés dues à l'import du marché extérieur. Des solutions sont donc nécessaires pour exploiter le potentiel du marché intérieur au cours des 3 trimestres restants de cette année. A acheté un lave-vaisselle, en plus de la qualité du produit et du prix, M. Ding Anh a choisi un système électrique avec des politiques de vente compétitives, comme la livraison gratuite et l'échange pendant 15 jours. Je suis intéressé par les programmes de versements échelonnés, les programmes de prix choc avec des prix bon marché et des dépenses raisonnables. Après le test, les revenus de ce système n'ont pas augmenté. C'est pourquoi il propose un programme de solde d'été pour les produits électroniques, de refroidissement et de réfrigération. Avec un objectif de croissance de 30 à 50%, nous avons travaillé avec des partenaires pour convenir des prix de vente les plus préférentiels. Outre les solutions des entreprises, des solutions plus synchrones sont nécessaires. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a récemment publié la directive numéro 8 pour promouvoir le développement du marché intérieur. En conséquence, les localités doivent augmenter le total des ventes au détail des biens et des revenus de services aux consommateurs de 12 à 18%. Avec cette directive, nous nous sommes concentrés sur l'exploitation de secteurs potentiels tels que l'hébergement, le tourisme, la santé et le divertissement. Selon l'Office général des statistiques, le marché intérieur a augmenté de 9,9% au premier trimestre. Les trimestres restants de l'année doivent donc croître de 12,5%, ce qui est très difficile. Pour atteindre l'objectif de 12%, nous devons répondre aux besoins de consommation du pays. Les biens nationaux doivent remplacer les biens importés. Il faut également promouvoir le tourisme et la stabilité sociale. L'année 2025 sera marquée par de nombreux facteurs imprévisibles. Cependant, avec la détermination d'exploiter des forces internes, le gouvernement poursuit des politiques telles que la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée et l'exonération des frais d'immatriculation pour les voitures électriques. Ce sont des solutions significatives qui continuent de promouvoir le marché intérieur dans les temps à venir. L'inflation continue d'être une préoccupation des États-Unis. Selon le dernier rapport du département américain du travail, l'indice des prix à la consommation en mars a augmenté de 2,4% par rapport à la même période de l'année dernière. Les prix des denrées alimentaires montent en flèche, en particulier les œufs qui coûtent 60% plus cher que l'année dernière.
Dans ce contexte de forte inflation, comment la communauté vietnamienne aux États-Unis fait-elle face aux difficultés? Nous en saurons plus dans le reportage qui suit. Vivant aux États-Unis depuis de nombreuses années, Tu Linh n'a jamais connu une telle vague de hausse des prix. À quelques mois d'intervalle, le prix d'un article double, voire triple. Les produits dont les prix augmentent le plus fortement sont la viande et les œufs, en particulier les œufs. Il me faut environ 10 à 12 $ pour acheter une boîte d'œufs, contre 2 à 4 $ auparavant. Chaque personne ne peut acheter qu'un maximum de 2 cartons d'œufs. J'ai considérablement réduit mes repas au restaurant, je cuisine davantage à la maison et j'apporte mon déjeuner au travail. Bien que les prix de nombreux produits aient augmenté de 15 à 20%, les consommateurs ne font pas le plein de provisions. Dans les supermarchés asiatiques, la pénurie de marchandises n'est pas signalée. Les produits importés du Vietnam, tels que la sauce de poisson, le riz, les nouilles instantanées, ne se raréfient pas, car nous avons encore des stocks. Les consommateurs ne semblent pas inquiets, car pendant la période du Covid, dans un avenir proche, nous devrons faire face à l'augmentation des prix. Il faut payer plus cher pour les salariés et la location de terrain. En bref, les dépenses augmenteront, la concurrence sera plus féroce. L'industrie de soins des ongles aux États-Unis, en particulier les salons gérés par des Vietnamiens, est fortement affectée par les tarifs réciproques élevés imposés sur les produits chinois. La pression financière sera énorme. Avant la période du Covid, un client revenait après une semaine ou 10 jours pour se faire soigner ses ongles. Maintenant, c'est 2 ou 3 semaines. Mes revenus ne seront plus les mêmes qu'avant. Les fluctuations de prix se multiplieront au fur et à mesure des tensions commerciales internationales. La communauté vietnamienne aux États-Unis est appelée à faire valoir son esprit de solidarité, de résilience et de flexibilité pour faire face aux difficultés. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Ho Chi Minh Ville a atteint son objectif d'éliminer tous les logements temporaires et délabrés d'ici le 30 avril. Plus de 1200 logements ont été reconstruits ou réparés. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme municipal de célébration du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale. Les autorités municipales ont également alloué plus de 7,7 millions de $ cette année pour soutenir le démantèlement des logements temporaires dans d'autres provinces, notamment celles de Cà Mau, Kon Tum, Bến Tre et Lào Cai. Selon le rapport évaluation détaillée du potentiel des ressources éoliennes dans les zones côtières et offshore au Vietnam, le Vietnam est l'un des pays possédant le plus grand potentiel éolien offshore en Asie du Sud-Est. Ce rapport a été réalisé par le Centre national de prévision hydrométéorologique avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement et de l'ambassade de Norvège au Vietnam. Cela a ouvert la voie au développement d'une industrie éolienne offshore à grande échelle, contribuant à développer une économie verte et à progresser vers l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050. La capacité totale exploitable de l'énergie éolienne offshore est de plus de 1000 gigawatts, soit le double du chiffre annoncé par la Banque mondiale. Le potentiel côtier est estimé à une capacité totale de 57,8 gigawatts. L'évaluation du potentiel éolien offshore prend en compte les impacts et les risques liés aux événements météorologiques extrêmes. Lors de la construction et de l'exploitation de l'énergie éolienne, nous devons prendre en compte les risques de catastrophes naturelles telles que les tempêtes, les vents forts et les grosses vagues. Dans ce rapport, nous mettons à jour les données récentes. Le rapport analyse en détail la variabilité saisonnière,
montrant que la mousson du nord-est de novembre à mars apporte une efficacité optimale pour la production d'électricité pour les régions du nord et du centre. En revanche, les mois de mai et juin connaissent des vitesses de vent faibles. Il faut tenir compte du fonctionnement et de la maintenance du système. Comme d'autres pays, le développement de l'énergie éolienne au Vietnam est confronté à des défis. Le mécanisme de coordination entre les ministères et les branches concernées doit être amélioré. Nous travaillerons avec le PNUD pour promouvoir ce contenu. L'objectif zéro net d'ici 2050 du Vietnam est clair, le soutien de la communauté internationale a de nombreuses options telles que promouvoir le programme de transition énergétique équitable, le partage de la science et de la technologie. Il est nécessaire de mobiliser des ressources financières vertes nationales et internationales. Ces résultats de recherche ne constituent pas seulement une base scientifique pour la planification et l'investissement, mais permettent au Vietnam de façonner une industrie de l'énergie éolienne offshore à grande échelle, contribuant à la mise en œuvre de l'engagement net zéro d'ici 2050 et améliorant la position du pays en matière d'énergie renouvelable. Les gares routières de Hanoï ajouteront 600 bus supplémentaires pour servir les gens pendant les prochaines vacances du 30 avril et du 1er mai. Le nombre de passagers transitant par les gares devrait augmenter de 350%. Les entreprises de transport sont également tenues de prévoir des véhicules de secours prêts à intervenir en cas d'augmentation inhabituelle du nombre de passagers. La semaine prochaine, les autorités renforceront les contrôles sur l'état technique des véhicules ainsi que sur la santé et les qualifications des conducteurs. Les travaux de construction du terminal passager T2 de l'aéroport de Dong Hới dans la province de Quảng Bình ont débuté. Ce terminal fait partie des plus de 80 projets clés célébrant le 50e anniversaire de la réunification nationale. Une fois terminé, ce terminal accueillera 3 millions de passagers par an, soit 6 fois sa capacité actuelle. Ce nouveau terminal ainsi qu'une série de projets d'investisseurs stratégiques devraient marquer une percée dans le secteur touristique de Quảng Bình. Après plus d'un an d'interruption, le projet de complexe hôtelier FLC de 600 chambres sur la côte de Hải Ninh a repris ses travaux. D'ici la fin de l'année, la zone devrait abriter un complexe touristique haut de gamme avec des hébergements de luxe, un parcours de golf et une zone de divertissement. Quant à ce projet de source thermale, il a été transféré à un nouvel investisseur après la résiliation du contrat précédent. Sous sa nouvelle direction, la station thermale a réussi à libérer le potentiel touristique de la région. La décision de la province de changer d'investisseur est très judicieuse. Cela contribue à créer des produits touristiques à la hauteur des attentes de la province. Déterminé à attirer les grands investisseurs, Quảng Bình vient de signer un accord de coopération avec le développement du tourisme avec Sun Group, promettant ainsi de développer des écosystèmes touristiques de classe mondiale dans les zones montagneuses et côtières. Nous soumettons une proposition au Conseil populaire provincial afin d'obtenir les meilleures incitations possibles pour les investisseurs. Pour les grands projets, la province mettra en place un comité de pilotage afin de garantir que les travaux soient achevés dans les délais. Quảng Bình bénéficie d'atouts naturels uniques, notamment 116 km de côtes, de nombreux sites historiques et plus de 400 grottes magnifiques, parmi lesquelles le site du patrimoine mondial naturel de Phong Nha Kẻ Bàng, la grotte de Sơn Đoong et la grotte de Thiên Đường. On est venu grâce à notre agence de voyage qui nous a conseillé de venir justement pour le paysage, la source. On ne pensait pas qu'il y aurait autant d'activités. C'est vrai que c'est super fun, aussi joli. Grâce à ces projets de transport dynamique et à ses investisseurs stratégiques, la province de Quảng Bình prévoit d'accueillir 10 millions de visiteurs par an dans un avenir proche. Cette province est en passe de devenir l'une des principales destinations touristiques du Vietnam. Située au milieu des montagnes majestueuses de Hoàng Su Phi, province de Hà Giang au nord, la commune de Pờ Lý Ngải est connue non seulement pour ses majestueux champs en terrasse, mais aussi pour son artisanat traditionnel de sculpture sur argent.
La sculpture sur argent est devenue un symbole de l'identité culturelle du groupe ethnique Nung. Transmis de génération en génération, cet artisanat d'orfèvrerie a été préservé et valorisé par les Nung. Nous en saurons plus dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil. Les bijoux en argent jouent un rôle important dans la vie culturelle des Nung. Des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets et des pendentifs, ces articles sont tous fabriqués avec soin, portant une profonde signification spirituelle. Le peuple Nung croit que l'argent a la capacité de chasser les mauvais esprits, de conjurer le vent, de protéger la santé et d'apporter de la paix. Les bijoux d'argent sont l'âme et la coutume des Nung. Le costume traditionnel associé à des bijoux en argent n'est pas seulement un symbole de beauté, mais aussi une forte affirmation de l'identité et de la fierté du peuple Nung. Dans le district de Hoang Su Phi, province de Ha Giang, des milliers d'habitants de l'ethnie Nung savent confectionner des bijoux en argent avec des motifs sophistiqués. La fabrication comprend de nombreuses étapes. Les hommes de l'ethnie Nung apprennent le savoir-faire transmis par leurs ancêtres. J'ai vu mon père faire ce métier depuis mon enfance. C'est lui qui m'a appris chaque étape de la fabrication de bijoux en argent. Cette tasse est faite d'argile verte. On y verse de l'argent fondu. Mon père m'a appris qu'il fallait utiliser de l'argile verte pour créer cette tasse, sinon, l'argent fondu ne pourra pas se solidifier. Voici un collier pour femme. Lorsqu'une fille se marie ou déménage dans une nouvelle maison, elle le coud sur le col de son costume comme décoration. L'orfèvrerie en argent demande de la créativité et de la patience. Après 3 ou 4 ans d'études, je n'ai pu créer que des objets très simples. Ce travail demande beaucoup de travail. Les bijoux fins et délicats imprégnés de la culture de l'ethnie Nung sont très appréciés dans les zones montagneuses de Ha Giang. On peut se rendre dans les marchés de montagne pour acheter toutes sortes de bijoux, des bracelets en argent, des fleurs décoratives, des pendentifs, des boutons, des bracelets, des boucles d'oreilles, des bagues ou des cloches. Ces objets en argent ne sont portés que lorsque nous allons au marché ou lors des mariages. Ça a toujours été comme ça. Jeune ou vieux, tout le monde porte de l'argent. Généralement, une femme de l'ethnie Nung porte un collier. Les cols ou foulards sont décorés de petites perles. Les hommes ne portent pas de bijoux en argent, juste un bouton rond en argent placé sur le devant. Pour créer des pièces de haute qualité, les artisans travaillent avec des outils faits à la main, tels que des enclumes, ciseaux, pinces, marteaux, marmites et petites balances. Ils fabriquent des bijoux en argent, décorés de motifs délicats et inspirés de la vie. Malgré les nombreuses difficultés, les Nung s'efforcent de préserver leur artisanat. Mon fils sait comment confectionner des bijoux en argent, j'en suis très content. Car pour plusieurs raisons, beaucoup d'autres personnes n'ont pas pu transmettre ce métier à leurs enfants. Il faut être très méticuleux et assidu. Ce métier a été transmis de génération en génération. Nous devons le préserver et le transmettre aux jeunes. La confection des bijoux en argent des Nung est reconnue patrimoine culturel immatériel national depuis 2019 en raison de ses valeurs historiques et culturelles typiques. De nos jours, les orfèvres dévoués de la commune de Po Li Ngai perpétuent leur métier traditionnel qui fait la fierté de leur minorité ethnique.
Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Voici la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV4 sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.